Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumpo. Nous sommes le 6 juin 2023. Bonsoir et bienvenue dans le journal de la RPA. Au sommaire, ils réclament leurs indemnités depuis le traçage des canaux d'irrigation dans leurs propriétés. Les habitants de la colline Rusororo n'ont rien obtenu comme dédommagement. Vous allez suivre les détails tout à l'heure. Une meilleure programmation budgétaire, c'est ce que recommande Faustin Ndikumana pour avoir un pays émergent dans une vingtaine d'années. L'économiste fournit des points clés pour que l'objectif du président de la République soit atteint selon lui. Vous allez le suivre également au cours du journal. Dans cette édition, nous allons également poursuivre nos séries de reportages sur la spoliation de Kira Hospital, le développement des titres. C'est tout de suite. Parlons sécurité pour commencer. Une personne a été tuée, égorgée par des individus non encore identifiés la nuit de dimanche à lundi sur la colline Kajerama en commune Mugwi de la province Cibitoke. Son corps a été découvert lundi gisant dans la nature. Les détails avec Inès Gakiza. Jean de Dieu Miburo est le nom de la victime. Il habitait sur la colline Kajerama de la commune Mugwi en province Cibitoke. Nos sources sur cette colline indiquent que la victime a été attaquée sur son chemin par des gens non encore identifiés la nuit de ce dimanche. Ils lui ont coupé la gorge, laissant celle-ci presque détachée du reste du corps. Son corps a été retrouvé le matin de ce lundi et a été conduit à la morgue par des autorités administratives, comme le témoigne cet habitant de la localité. Il est tué la soirée de ce dimanche. Il a été sauvagement tué. L'entourage l'a quitté de sorcellerie. Il était marié et avait des enfants. Il n'est pas encore enterré car le corps a été amené à la morgue de l'hôpital Cibitoke par l'administrateur communal. Nos sources font encore savoir que 5 personnes, dont une qui a passé la journée avec la victime et une autre qui lui tenait compagnie lors de son retour à la maison, ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Les crimes commis suite aux accusations de sorcellerie ne cessent de se multiplier dans cette province Cibitoke. Dans des réunions avec la population, les administratifs demandent toujours à la population d'abandonner cette pratique de justice populaire et de saisir plutôt les instances habilitées du pays. Nous vous parlions hier du dossier de détournement au sein de la présidence et de la République. Les employés alertent sur la détention de leurs collègues arrêtés en cascade ces derniers jours pour avoir exhibé la vérité sur ces détournements. Des détournements opérés à travers les travaux de construction des maisons appartenant à la présidence. Et ce lundi, ces employés de la présidence ont vu des policiers venir avec la comptable Marie-Claire Savimana, locataire de la prison centrale de Mimba depuis vendredi, ce qui leur avait fait croire que les vrais auteurs de ces détournements allaient être arrêtés. Cela n'a pas été le cas selon l'un des employés de la présidence qui s'est exprimé sur les micros de la RPA. jewe nk'umukozi akora mu biro by'umukuru w'igihugu kandi tukaba dukorana n'umupfasoni Marie-Claire Nsabimana. En tant qu'employé à la présidence et collègue de Marie-Claire Nsabimana, je voulais m'exprimer sur ce qui se passe actuellement ici et nous laisse perplexes. Hier, nous avons vu venir des policiers qui étaient avec Marie-Claire Nsabimana et ne portaient pas de tenue de prisonnier. Ces policiers lui ont conduit dans son bureau où elle preste d'habitude comme comptable. Ces derniers jours, il y a des activités en cours au palais présidentiel de Gitega et elle devrait donc donner de l'argent. Nous avons su qu'elle devrait donner 51 millions et après, les policiers l'ont embarqué et ils sont partis. Au fait, au moment où on l'a vu venir avec ces policiers, on a cru que ces policiers la ramenaient pour qu'elle montre les vrais auteurs des détournements détectés vu que nous savons qu'ils sont là.
Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Elle n'était là que pour donner de l'argent et aussi remettre les clés de son bureau. Vraiment, nous ne voyons que cette dame n'est qu'un bouc émissaire. Nous trouvons que les paroles du président de la République, quand il dit qu'il lutte contre les voleurs, devraient être mises en application ici à la présidence, car il y en a parmi ceux qui lui sont proches. Marie-Claire Nsabimana s'est toujours montrée comme une personne ne pouvant pas tolérer ceux qui veulent détourner de l'argent. Notre souhait, c'est que la justice lui rende sa liberté et que les vrais auteurs de ce détournement soient sanctionnés. À titre de rappel, 1 milliard de francs burundais a été détourné des caisses de la présidence, un détournement imputé par différentes sources qui suivent de près cette affaire à Edmond Dieudonné Hakizimana, chef de service chargé de l'administration et la gestion au bureau de la présidence, un poste qu'il occupe depuis le mois de février. Nous en parlions aussi hier, le dossier de la spoliation de Kira Hospital. D'abord, une rectification sur le reportage d'hier. La société qui a abrité certaines réunions irrelatives n'est pas Itracom, mais plutôt Ceviteb. Aujourd'hui, nous allons vous parler du rapport des enquêtes exigées pour lever tout équivoque, le rapport qui a précipité les événements jusqu'à planifier l'assassinat du directeur de l'hôpital Kira avec la complicité du responsable de la documentation intérieure, une tentative qui a par après échoué. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Une fois au courant de la donation de l'Allemagne à l'hôpital Kira en marge de la lutte contre la Covid-19, l'administrateur directeur général de la Sokabu, Charles Ndagijimana, et son complice Alfred Innocent Mousseremou, à l'époque chargé de la documentation intérieure, n'ont pas supporté de prendre leur mal en patience, car ils étaient pressés de décaisser son montant égal à 1 200 000 € qu'ils avaient l'intention de se partager, comme convenu entre les deux parties, à savoir l'Allemagne et l'hôpital Kira, ce dont allait être décaissé en 3 tranches, selon nos sources. La première tranche a été débloquée au début de l'année 2022, mais les plans de Charles Ndagijimana et Alfred Innocent Mousseremou n'ont pas pu être concrétisés, car selon les actionnaires burundais vivant à l'étranger, ils n'ont pas eu accès à cet argent suite à l'opposition du directeur général de l'hôpital Kira, le docteur Christophe Sahabo. C'est à ce moment que serait née l'idée de l'évincer, tout comme les actionnaires de Suisse Clinique qu'il avait nommés, surtout que l'objet de leur convoitise ne cessait d'accroître. Ici, l'on parle d'un investisseur suisse qui venait de promettre 10 millions de dollars américains en guise d'action, d'où l'impossibilité pour ces émissaires du gouvernement de contenir l'eau gardée si longtemps dans la bouche. Dans l'entretemps, le commissaire aux acomptes venait de terminer son rapport et une réunion fut convoquée en date du 31 mars 2022. Le dit rapport de 22 pages dont la RPA a pu se procurer une copie, a clarifié l'apport de chacun dans cette société. En effet, il a été démontré que l'actionnaire Suisse Clinique était majoritaire, car détenant à lui seul 47% de l'actionnariat contre 33% des sociétés étatiques et para-étatiques, les 20% restants constituant l'actionnariat des privés et dont des médecins. Le dit rapport est également revenu sur les actions en nature de l'actionnaire Suisse Clinique, des actions contestées par Charles Ndagijimana qui pensait que les pièces justificatives n'allaient pas être faciles à trouver. Néanmoins, l'expert qui a produit ce rapport a apporté toutes les preuves relatives, DMC à l'appui, c'est-à-dire les déclarations de mise en consommation octroyées par les services douaniers. L'apport en nature de la société suisse, selon le même rapport, s'est levé au jour du 17 décembre 2015 à 3 milliards 61 millions 68 000 et 38 francs burundais. C'est le contenu de ce rapport qui a achevé la partie gouvernementale, dont Charles Ndagijimana et Alfred Mousseremou, jusqu'à annuler la réunion du conseil d'administration prévue le jour même. Nos sources au sein des actionnaires para-étatiques font savoir que l'administrateur directeur général de la Sokabu a formellement interdit aux représentants de l'État à se présenter à cette réunion jusqu'à la destitution du directeur de l'hôpital Kira qui, selon les mêmes sources, était un frein à leur projet. Et cette source de faire savoir qu'une pétition dans ce sens avait déjà été préparée à l'avance et il leur a été intimé l'ordre d'y apposer leur signature. Cette pétition sera par après remise ce jour même au président Évariste
Ndayishimiye. La même nuit, il sera décidé d'éliminer physiquement le docteur Christophe Sahabo, un plan qui, selon les sources de la RPA au sein de la documentation nationale, n'a pas pu être finalisé pour le simple fait que le chargé de la mission, en la personne d'Alfred Innocent Moseremu, a eu peur de commettre ce crime devant des témoins. En effet, quand il s'est présenté au dit hôpital, il ignorait que le docteur Sahabo s'entretenait avec ses partenaires suisses, dont le docteur David Pilot, alors président du conseil d'administration de l'hôpital Kila. Ils seront alors tous les deux conduits par le même patron de la documentation à son bureau pour interrogatoire. Dossier à suivre. Un employé du secteur de l'éducation devrait être jugé selon ses compétences et non son ethnie. C'est ce que déclare le président de l'UPD Zigamibanga après les préoccupations des enseignants sur le recensement actuel au cours duquel ils sont obligés de décliner leurs ethnies respectives. Pour Chovino Mugwengezo, le pouvoir du CNDD-FDD continue de propager la haine ethnique. L'ethnisme qui refait aujourd'hui surface se manifeste par la volonté du CNDD-FDD au pouvoir à travers tous les secteurs de la vie nationale, fort malheureusement. Mais ce système d'ethnisme est en train d'atteindre le Rubicon quand il affecte aujourd'hui le secteur de l'éducation, où on cherche à identifier d'une part les Tutsis et d'autre part les Hutus et consorts. Et à y voir de très près, c'est une situation qui vise à raviver la haine ethnique dans notre pays. Une haine ethnique qui a fait beaucoup de victimes depuis plusieurs décennies dans notre pays. Dans l'entendement de l'UPD Zigamibanga, on ne peut pas juger ou apprécier la valeur, la plus-value d'une personne à travers son appartenance ethnique. La personne doit être évaluée à sa juste valeur sur base des compétences professionnelles et pédagogiques. Je pense que c'est cela le critère qui devrait guider le système CNDD-FDD pour s'assurer que le Burundi se dote d'une classe intellectuelle qui est susceptible de générer un développement dans notre pays. Voilà donc, Burundais et Burundaises, nous devrions nous mettre ensemble pour nous assurer que nous combattons ce système basé sur un ethnisme endocrinien qui ne fera que regresser notre pays, qui ne fera qu'enfoncer notre pays. Et donc, les Burundais, dans leur ensemble, ils doivent prendre la chose en main pour dire non à cet élan. Voilà, c'est Chovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga. L'entreprise commerciale Le Café Gourmand de Bujumbura ne respecterait pas certaines clauses des contrats avec ses travailleurs, mais aussi le code de travail. L'une des clauses citées par les travailleurs est celle en rapport avec les repos médicaux. Au sein de cette entreprise, le repos médical est sanctionné par un retrait d'une certaine somme d'argent sur le salaire. Le point avec Eric Nyonzima. 5 000 francs par jour pour des juniors et 15 000 francs pour des seniors, c'est la somme que le Café Gourmand retire pour chacun de ses travailleurs et un repos médical, comme le témoigne un des travailleurs. Chez eux, le repos médical ne signifie rien, car celui qui est dans la catégorie des juniors qui dépose son repos médical se retrouve avec une retenue de 5 000 et celui de la catégorie des seniors une retenue de 15 000 par jour. Cette situation a commencé avec la Covid-19. Voyant le taux d'absence devenir de plus en plus élevé, le Café Gourmand a décidé de décourager les congés médicaux par le retrait de l'argent sur salaire. Cela a commencé avec la période du Covid-19. Ils ont amené leurs médecins pour faire des examens et ceux testés positifs étaient confinés et les cas sont devenus nombreux au fil du temps. On a ensuite sorti une note annonçant des retenues pour les repos médicaux déposés. La situation est restée comme ça jusqu'à aujourd'hui. Dans le contrat de certains travailleurs dont la RPA a pu se procurer la copie de l'article en rapport avec le congé de maladie, le point stipule que sous réserve de la production de la preuve écrite que l'employeur exige, toute période d'absence due à une maladie ou un accident qui n'est pas causé par la négligence ou la faute de l'employé seront traités comme des congés de maladie prévus par le Code de l'emploi. Le point C de cet article stipule, je cite, si vous êtes absent pour cause de maladie ou d'accident pendant une période de plus de congés de maladie prévus par la loi sur l'emploi, alors, à moins que l'employeur n'en décide autrement, vous n'aurez pas droit à un salaire pendant cette absence. Si vous restez absent, l'employeur
peut mettre fin à votre emploi sans délai et sans préavis en raison de votre maladie ou d'incapacité continue, mais vous aurez droit à toutes les prestations accumulées à ce jour. Dans un instant, nous parlons économie. RPA. Le gouvernement du Burundi devrait faire une meilleure programmation budgétaire afin d'aboutir à la vision du président de la République du pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Dans un point de presse animé aujourd'hui à la veille de l'amendement du budget 2023-2024, le président de la PARSEM propose toute une série de recommandations qui devraient être suivies. Burundi émergent 2040, Burundi développé 2060. Cette politique ne peut pas être mise en application sans amélioration de la gouvernance budgétaire. Maintenant, où on est à la fin de l'exercice budgétaire de 2023 et au début de l'exercice budgétaire 2023-2024, par thème nécessaire à conseil de chacun, les acteurs citoyens en changement de comportement. Il y a des éléments que nous jugeons importants pour régir la bonne gouvernance budgétaire dans notre pays. Il y a d'abord la transparence dans la publication des documents pour faciliter la participation du public. Le projet de budget de l'exécutif actuel devrait avoir été publié à partir du mois de mars-avril. Il y a le rapport préalable au budget qui parle de la conjoncture macroéconomique du pays et projection dans l'avenir qui devait d'abord sortir pour aider les analystes ou aider les contributions des citoyens. Mais jusqu'à maintenant, le projet de budget de l'exécutif n'est pas encore sorti officiellement. Nous voulons aussi une meilleure programmation budgétaire. Ça veut dire une programmation à long terme, 5-6 ans, pour prouver la volonté politique de mettre en application les politiques. Il donner une logique au budget annuel. Il faut des projets d'investissement qui doivent être bien étudiés, bien priorisés, bien exécutés, bien évalués. Comment recruter les gestionnaires des projets? Le gouvernement aussi devait s'attirer à gérer professionnellement son patrimoine, un inventaire du patrimoine de l'État et savoir le gérer professionnellement. Il faut aussi renforcer la redevabilité des membres du gouvernement, surtout les ministres. Jacques nous devait venir donner son explication aux citoyens sur ces projets, les réalisations qu'il va faire au niveau annuel. Il faut aussi renforcer l'application des procédures professionnelles d'engagement des dépenses, éviter les dépassements budgétaires sans autorisation préalable. Ça aussi, c'est un élément qui handicape la bonne gouvernance budgétaire. Éviter vraiment contre la production des malversations économiques, sans vraiment volonté visible pour lutter contre les malversations économiques, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, le blanchiment, la gestion frauduleuse. Sinon, si nous laissons la gouvernance budgétaire à côté, vraiment, les résultats par rapport à la vision 2040-2060 seront très mitigés. Voilà, c'est Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. RPA. Rendons-nous à Gatumba à présent, où s'observent des abandons scolaires très élevés. Des enfants passent la journée aérée ici et là à la recherche de quoi manger. Selon les parents, la famine que traversent les familles serait à l'origine de cette situation. Dani Claire, il la trouve. Plusieurs des élèves, surtout des garçons, des écoles fondamentales de la zone Gatumba en commune Mutimboudi de la province de Bujumbura sont en train d'abandonner l'école. Nos sources indiquent que la majorité de ces enfants proviennent des familles victimes des inondations qui se sont abattues dernièrement sur la zone Gatumba. Certains parents font savoir que la situation de l'insécurité alimentaire dans laquelle ils se trouvent est la cause de ces abandons. Les enfants préfèrent aller faire des petites activités pour pouvoir survivre. Ce sont des petits garçons vivant dans les sites qui abandonnent en grand nombre. Il faut faire la pêche afin de pouvoir nourrir les familles. Il y a beaucoup de poissons dans la saison des inondations et ils trouvent de l'argent et les poissons grâce à cette petite activité de pêche. Nos sources dans cette zone font également savoir que les déplacés de ces inondations, aujourd'hui, dont les sites de Gatumba ne reçoivent plus d'assistance, ce qui aggrave la situation. Dans ce site de Gatumba, ça fait très longtemps qu'ils ne reçoivent plus d'assistance de quoi que ce soit. Ce ne sont que des déplacés se trouvent à Malandia qui ont récemment reçu une assistance à l'ustensile. Nous
nous sommes oubliés. Ils demandent au gouvernement et aux âmes charitables de leur venir en aide car ils sont dans une situation précaire. Les inondations causées, le débordement de la rivière Rusizi et la montée des eaux du lac Tanganyika ont envahi la zone de Gatumba au début du mois d'avril, causant un déplacement massif de beaucoup de familles. Je vous le disais en titre, les habitants de la colline Rusororo en commune Rugombo, nous sommes dans la province Cibitoke, réclament les indemnités suite au traçage d'un canal d'irrigation dans leurs champs. Cette partie de la population regrette que les administratifs voudraient leur priver de ces indemnités alors que ces propriétés leur étaient d'une grande importance. Les détails avec Elvis Nyomongere. Ça fait déjà des mois que certains habitants cultivateurs des secteurs Rusororo et Ruvumera en commune Rugombo attendent les indemnités. Ces agriculteurs avaient vu les terres découpées pour laisser passage au traçage d'un canal d'irrigation. Cette activité a endommagé des cultures qui étaient dans ces terres. Alors qu'ils avaient été enregistrés sur une liste pour des indemnités, aujourd'hui les victimes de cette activité, ces agriculteurs désespèrent. Le conseil de l'administration de Rugombo leur a signifié qu'ils n'auront rien comme indemnité. Il y a une association qui a été chargée de tracer un canal d'irrigation en provenance de la commune Mugui jusqu'ici en commune Rugombo. C'est un large caniveau qui va irriguer les champs et qui a été tracé dans les champs de la population. Lors du tracé de ce canal, on a enregistré les propriétaires de ces champs pour qu'ils soient indemnisés. Mais selon les informations que nous avons reçues, personne ne sera indemnisé. Ces indemnités auraient été détournées par les autorités provinciales. Les habitants de la commune Rugombo, victimes de ce traçage, indiquent que cette activité a détruit les espoirs de pouvoir récolter. Les champs de maïs, haricots et manioc ont été endommagés. Les habitants grognent en disant qu'ils ont fait suite à ce caniveau qui a causé des dommages dans leurs champs. Les cultures de haricots, les maïs, les bananiers et les manioc ont été arrachés. Ces agriculteurs craignent une insécurité alimentaire. Aujourd'hui, la population des secteurs Rusororo et Ruvumera, tout de la commune Rugombo, sont dans une désolation totale. En plus, tout le long de ce passage, ce canal occupe une distance de pas de moins de 10 mètres de large. Si on ajoute la longueur de chaque parcelle, vous comprenez que c'est une grande surface. Actuellement, ces habitants demandent à toute autorité habilitée de leur venir en aide et étudier ce problème pour que les indemnités leur soient versées. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Rugombo pour des explications à ces propos. Pour clore cette édition, rendons-nous à Gambarangwe de la province Kirundo, où les habitants dénoncent des commerçants qui vendent le sucre à un prix exorbitant. La situation s'est empirée depuis vendredi après que la police a procédé à une fouille dans des boutiques. Plus de détails avec Marie-Ange Irakose. Ces habitants de la commune de Gambarangwe indiquent que les commerçants vendent du sucre à 3500 francs burundais par kilo depuis un certain temps. Suite aux grognes de la population, la police a effectué vendredi dernier une fouille dans les boutiques de cette localité et le sucre saisi a été vendu à un prix officiel de 2500 francs, raconte notre source. Après la fouille, le prix d'un kilo de sucre a été encore plus augmenté. Ils le vendent à 4200 francs burundais. Nous ne savons pas d'où est venue cette mesure ou s'ils le font pour se venger contre les acheteurs. Notre source ajoute qu'après la fouille menée par la police, les commerçants qui ont pu cacher le sucre le vendent actuellement à 4200 francs par kilo. Les habitants se plaignent qu'ils en sont victimes. C'est un problème parce que le sucre qu'ils donnent à ceux qui fabriquent les boissons prohibées ne manque pas, alors que la population peine toujours à en avoir. Et voilà que son prix est augmenté jusqu'à ce montant. Les commerçants se lamentent parce que leur sucre a été saisi. C'est pour cela qu'ils augmentent le prix et nous en sommes victimes. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Bernice Mukakabanda, l'administrateur de la commune Gambarangwe, pour qu'elle s'exprime sur ce sujet. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 6 juin 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.